Bonjour à tous. Donc je rencontre Yann Lopez qui a écrit ce bouquin, Les jardins sauvages, manuel d'agriculture naturelle pour une autonomie vivrière. On est ici chez lui, dans la grange où il distribue ses légumes, grange bricolage, grange à mariage également. Si tu voulais le cacher, bah c'est dit maintenant. Nous sommes à... comment s'appelle le patelin? Saint-Martin-du-Sac. Voilà, dans la Haute-Vienne. Ouais, à côté de Saint-Junien, Ok. la grosse ville. Bon, et ben merci de me recevoir. Je t'ai préparé une petite liste de questions pour que tu nous parles de ton bouquin. Et en gros, l'interview, ce sera à qui est destiné ce livre, qu'est-ce que vous allez trouver dedans, comment il va vous aider dans votre pratique de l'agriculture naturelle. Voilà. Est-ce que pour commencer, tu peux nous décrire rapidement ton parcours et comment tu en es venu à découvrir l'agriculture naturelle? Ouais, alors le parcours, c'était... Ah oui, je vais éluder un peu, hein. Ouais. C'est pas possible autrement. Mais au début, disons que je travaillais dans la culture avec un grand Q, le spectacle, la musique, le théâtre. Donc voilà, on avait monté un truc avec un ami qui s'appelait La Fabrique à Brac, près de Perpignan. Et c'était une grande salle de concert, de répète, de tout quoi. Et donc je faisais ça et à plein temps. Et l'autre plein temps, j'étais comédien au théâtre. Et je suis tombé sur ça allait pas. Je comprenais pas bien pourquoi, mais ça commençait à me grincer un petit peu de partout. Mmh. Je suis tombé sur une conférence de Franck Lepage, la conférence gesticulée de Lepage, Inculture 1. J'ai pris une gifle monumentale et j'ai dit ok, en fait maintenant je comprends mieux et j'arrête. J'arrête la culture. Et sur ce, je suis tombé sur une conférence de Pierre Rabhi qui passait à ce moment-là aussi, et il finissait en disant, bah, il faut cultiver son jardin, c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire à faire. Et je l'ai pris au mot, je dis, bah ouais, en fait, zou, quoi. Et j'étais très loin de m'imaginer, enfin, le monde agricole était assez repoussant pour moi, au départ. Dans ta famille, t'as pas d'agriculteur? Non, j'avais mon grand-père qui faisait, mes grands-parents avaient un jardin de figuier, un verger, où j'étais heureux comme tout quand j'étais gosse. Mais c'était pas l'agriculture, quoi. C'était, ils bricolaient avec quelques figues. Mmh. Et voilà, du coup, je me suis dit, bah, jardiner. J'ai jardiné. Après ça, il fallait faire un gros break et remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc on est parti. Ma fille venait de naître, Naé. Quand elle avait 1 an, on est parti traverser le Mexique à pied, à cheval pendant 9 mois, en bivouac, enfin comme ça, expédition. Donc, ça a mis une bonne claque aussi. Et au retour, je me suis dit, ben voilà, j'ai récupéré le verger de figuier des grands-parents, j'ai commencé à faire un jardin, mais c'était l'autonomie vivrière, moi, qui m'intéressait au début, quoi. Et mais je vendais les figues, mais c'était pour un grossiste, parce que j'avais que des figues à vendre, donc c'était une palette régulièrement, et tu fais pas les marchés avec tes figues. Et là, j'ai compris un petit peu plus les affres et les arcanes de la commercialisation des fruits et légumes bio en France. Donc ils ont commencé à me saigner, à me dire qu'il fallait que je mette des produits partout, des pesticides. J'ai découvert qu'il y avait des pesticides en bio. Enfin, voilà, j'ai dit oh là là, je veux plus faire ça. Donc en même temps, je voulais un métier et je commençais à me prendre au jeu. Ça commençait à me passionner ces histoires de jardin, de sol. Je lisais beaucoup Bourguignon à cette époque-là. J'essayais de comprendre un petit peu ses conférences, mais je suis parti de zéro. Hein. J'avais zéro étude, j'ai rien, quoi. Il a écrit un livre, Bourguignon. Ouais, deux. Deux? Ouais. Le deuxième, je sais pas ce que c'est, Manifeste pour, je ne sais plus. Ouais. C'est un tout petit bouquin. Donc mais le premier, c'est le sol, la terre et les champs. Le sol, la terre et les champs, ouais. Qui est pas très technique d'ailleurs. Qui est pas très technique du tout, mais il m'a fait toucher du doigt le sol. Et ça a été vraiment une révélation, quoi. Il commençait à parler des couverts végétaux, du semi-direct sous couvert. Ça s'adressait plutôt à des céréaliers, mais moi, ça a commencé à me titiller. Et après ça, je me suis pris au jeu et bon an mal an, je me dis bah en fait, je vais être maraîcher, quoi. Faire des légumes, je vais m'occuper de ça, ça me va. Et mais comme je partais de zéro, j'ai commencé à aller voir un petit peu toutes les fermes bio qu'il y avait là-bas à Perpignan et à travailler gratos, quoi, pour découvrir le métier. Je connaissais pas le woofing à l'époque, donc je faisais l'esclave.
Et là, j'ai découvert le travail du sol, des sols tout nus, cramés, sans bestiole, où je passais le lance-flamme sur le sol, je mettais des pesticides. Alors voilà, des pesticides bio, mais du coup, quand je découvrais la gamme des pesticides qu'on avait, les engrais, enfin, un truc qui était très très proche du conventionnel, avec des bâches partout. Et j'étais horrifié par le truc. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas du tout ça que je veux faire. Après, ça a été, j'ai découvert la permaculture. Je dis bah super, la permaculture, le bec est loin. J'ai fait tous les stages que j'ai pu, j'ai lu tous les bouquins que j'ai pu aussi, et jusqu'à ce que je comprenne que en fait la permaculture c'était pas un système culturel. Et du coup maintenant je dis pas que je fais de la permaculture, et pour moi quelqu'un qui dire je fais mon jardin en permaculture ou j'ai une ferme en permaculture, c'est un non-sens. La permaculture c'est beaucoup plus vaste que ça. Tu le sais bien quoi. Et ça ne dit pas ce qu'il fait. Non. Quand on dit un jardin en permaculture, on ne sait pas comment il cultive. Du tout, du tout. Et donc j'étais bien embêté avec ça aussi. J'ai continué à faire des stages à droite à gauche. Et j'étais au fond des chaussettes en me disant bah en fait il y a rien qui me plaît quoi, il y a rien qui me cause. Et un jour par hasard, je suis rentré dans une librairie, toujours à Perpignan, et j'ai vu un petit livre vert que j'avais jamais vu avant. Et la couverture m'a plu, ça s'appelait La révolution d'un seul brin de paille de Masaru Fukuoka. Et ben je l'ai acheté comme ça pour voir quoi, je lisais tout ce qui passait. Personne t'en avait parlé avant? Non, j'en avais entendu un peu en permaculture et tout, c'était un nom c'est le livre de référence. Un nom qui revenait, mais bon, c'était pour du riz, enfin, tu vois, ça me paraissait loin comme truc. Et j'avais pas poussé la curiosité. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été une avalanche, quoi. J'ai refermé ça et j'ai dit, ben, c'est ça que je veux faire quand je serai grand, quoi. Et à l'époque, j'ai cherché sur Internet, j'ai mis agriculture naturelle, France, maraîchage, et il y avait l'ITAN qui existait, l'Institut technique d'agriculture naturelle, qui était dirigé par Olivier Barbier. Ça date, qui est plus en activité maintenant, l'ITAN. Et j'ai appelé ce gars-là, j'ai dit bah voilà Olivier, bonjour, je suis jeune, je veux m'installer en maraîchage, faire l'agriculture naturelle, mettre en pratique Fukuoka, mais voilà, est-ce qu'il y a des fermes qui existent quelque part? Je veux voir concrètement quoi, comment, parce que lui il fait du riz, donc et techniquement c'était très très pauvre comme livre, c'était très poétique, philosophique, mais il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là il a ri, il m'a dit ben non en fait c'est que de la théorie, on travaille que sur la théorie et on n'a pas mis en pratique. Et il dit ah ben d'accord, il dit mais écoute viens voir, il y a parce que j'étais vraiment embêté parce que Fukuoka c'était non travail du sol strict. Aucun engrais, pas d'amendement, pas de compost, pas de désherbage. Pas de désherbage. En fait, bon, pas de désherbage. Quand on lit entre les lignes, il y en avait quand même. Ils mettaient aussi de la fiente de canard, de la fiente de poule. Ils bricolaient un petit peu comme ça. Mais la base de base, pour moi, était lumineuse. Quoi, juste, on arrête de faire des bêtises et on essaye de respecter les lois de la biologie quoi, pour faire pousser des plantes. Et toute la philosophie qu'il y avait derrière m'enchantait. Mais c'était embêtant parce que techniquement, t'arrêtes de travailler le sol, t'arrêtes de mettre des engrais, t'arrêtes les composts, t'arrêtes tout, bah y a rien qui pousse et tu te retrouves avec une prairie. Quoi. Donc là, il manquait une grosse pièce au puzzle et c'est Olivier qui m'a dit bah ouais mais écoute, on va voir un gars bientôt au sud de Toulouse, il s'appelle Laurent Welch, il est maraîcher. Ça pourrait t'intéresser. Je dis, bah écoute, zou, j'y vais quoi. Et là, en arrivant chez Laurent, pour la première fois, j'ai vu des couverts végétaux. Et c'était des plantes avec beaucoup de céréales. Alors, ils faisaient un mélange de blé, de je sais plus ce qu'ils mettaient dedans, des pois, des vesses. Ça montait à 2 mètres de haut. C'était quelle année ça? Ça date, c'était en 2013. En 2012, il y a eu les premières rencontres maraîchage sol vivant. Ouais. Il faisait partie de l'équipe au tout début, de création de ces rencontres. Ouais. Donc il était déjà sur ces techniques-là. Il faisait un morceau comme ça.
Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit, bah regarde, enfin, il prenait son tracteur, le pick-bot, il prenait un rouleau de foin, il écrasait le couvert végétal, après il le bâchait, pendant une quinzaine de jours, il débâchait, il disait, bah, après regarde, tu vois, je prends mes modes de navet, et puis je repique mes navets dedans. Et j'ai dit, en fait, ce truc est génial. Ce truc est génial. Et en poussant après sur les couverts végétaux, bah voilà, j'ai compris que ça venait du Brésil et des États-Unis, que c'était utilisé en grande culture. Et j'ai dit, bah, en fait, ce truc, c'est parfait, c'est la pièce du puzzle qui manque. Donc, si j'arrive à mettre en place un système, c'était que théorique au début, hein, de me dire, voilà, si je fais un couvert végétal, un légume, un couvert végétal, un légume, un couvert végétal, un légume. Le travail du sol, il est assuré par la biologie. Les nutriments, ils sont assurés aussi par les plantes, c'est la photosynthèse, on garde toute la biologie, on n'a plus besoin, le désherbage, bah, il est bien moindre parce on se retrouve pas en concurrence directement avec toutes les herbes, les annuelles et compagnie. Donc c'est jouable. Et on peut ne rien mettre aux plantes parce qu'elles ont à manger avec la biologie et avec les plantes qui poussent dessus. Et c'est parti là-dessus. J'ai demandé à Laurent si je pouvais rester chez lui pour apprendre un peu plus. Et on a bien discuté et tout. Et Laurent, il m'a dit, bah, en fait, non. Parce que ce que je fais, il y a que moi qui peux le faire. Ce que toi, tu vas faire, il y a que toi qui peux le faire. Donc, il me dit, maintenant, tu t'en vas, t'achètes une ferme et tu te plantes pendant 5 ans. Et il avait raison. Oui, c'est ce qu'il a vécu, j'imagine. Il a fait des erreurs pendant 5 ans. Ouais, bah, en fait, il appelait ça l'agriculture de l'échec. Je suis d'accord avec lui. Moi, c'est toujours le cas. 10 ans après, c'est foirade sur foirade, des trucs complètement loufoques, aléatoires. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, tu comprends pas pourquoi. Enfin, tu peux pas rester sur un axe et dire voilà c'est comme ça. Tu maîtrises plus. C'est ça qui est super intéressant avec cette technique-là, c'est que travailler le sol, mettre des engrais, enfin c'est tellement simple et tellement destructeur. Mais tu gères tout, tu contrôles tout. Tu fais un gros désert et après tu dis c'est moi le patron. Là, quand tu fais avec les plantes et la biologie, bah déjà on la connaît pas. On connaît que dalle à la biologie du sol. On sait pas. On connaît. Ça dépend du Quand contexte tu dis qu'on connaît pas, on a quand même des énormes bouquins sur le sujet, mais c'est que dalle. C'est que dalle par rapport à tout ce qu'on n'a pas découvert. C'est que dalle. C'est comme les astrophysiciens qui te parlent de l'univers et te disent ouais, on connaît peut-être 10%, 15%. C'est à peu près la même chose pour le sol, quoi. On connaît rien du sol. Et on le matraque, on le détruit allègrement et en oubliant le simple fait qu'on sait, nous on sait pas fabriquer du sol, on sait pas faire ça. La biologie elle le fait. Donc il faut à tout prix la préserver, quoi. Bon enfin voilà, du coup ça a démarré comme ça. Ensuite il y a eu les rencontres maraîchage sur sol vivant où c'était super intéressant. Au début on parlait des couverts végétaux, on parlait de plein d'itinéraires techniques différents. Ça foisonnait d'idées. Et les couverts végétaux ont été assez vite délaissés parce que bah, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça fait des systèmes de maraîchage qui sont moins productifs, qui sont non mécanisables, qui se demandent plus de main d'œuvre, qui sont économiquement moins viables. Déjà que le maraîchage de base, c'est pas franchement viable comme trip dans la vie. Mais alors là, ça rajoute encore une difficulté qui est pas des moindres. Il y a plein de difficultés en fait. Donc ce truc-là a été plus ou moins béné, ça revient un petit peu maintenant, j'ai l'impression. Et pour passer plus sur en mode gros apport carboné exogène, et on cultive sur du compost, quoi. Enfin, j'exagère, là je grossis forcément le trait parce qu'il y a plein d'initiatives de recherche dans tous les sens, mais ça ressemble quand même à ça. Oui, la direction qu'a pris le maraîchage sol vivant, donc l'association, le réseau, c'est plutôt j'apporte de la matière et je cultive dedans, quoi. Ben, il y a beaucoup d'apports de matière. C'est ça. Ouais. Toi, ce que tu expliques dans ton bouquin, c'est que tu fais sans ces apports de matière, parce que on peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques à un endroit. C'est ça. Pour faire un maraîchage ou un jardin, c'est la même chose chez Rubit, quoi. Si on est que sur du paillage exogène, il faut à peu près 10 hectares pour pailler un hectare. Donc c'est quelque chose qui roule pas, quoi. Si on a un petit écrin de verdure et qu'autour on a fait 10 hectares x 10 de désert, il y a un blême quelque part, quoi. On peut pas dépouiller le carbone de partout et non. Du coup, là, avec les couverts végétaux, l'idée c'est de faire pousser ce carbone in situ.
Et du coup, il y a pas besoin de pétrole, il y a pas besoin de brasser des brouettes dans tous les sens. Et ça apporte, les couverts végétaux apportent tellement il y a tellement de rôles aux couverts végétaux que ce serait vraiment bête de s'en passer, quoi. Bien que en maraîchage, je continue à penser quand même que le système, moi, je m'adresse pas aux maraîchers, quoi. Bien que mon métier c'est le maraîchage, mais je pourrais jamais dire à un maraîcher, ouais, vas-y, c'est cool, quoi. Non, c'est beaucoup moins cool que le maraîchage classique. Tu gagnes moins, tu forces plus, et c'est encore plus la galère. Par contre, pour du jardinage, c'est tout bénef. À plein de niveaux. Je veux dire, il y a plus de matière à apporter où on sait pas trop ce qu'on apporte, où tu sais pas trop la dose qu'il faut mettre. Et puis en général, on fait tous des conneries avec ça, parce que quand t'as mis une brouette de compost, en fait, c'est énorme, c'est trop. Du coup, les plantes, elles sont pas boostées, elles tombent pas malades. Il y a plus de produits de poudre de perlimpinpin à rajouter, des conneries comme ça. Il y a plus d'amendements non plus à faire, il y a que la biologie qui s'en occupe. Et perdre le contrôle en tant que jardinier, là ça ouvre une autre porte plus philosophique et qui est comment dire, qui est joyeuse. Ouais. Voilà. Ton bouquin, bien que tu sois maraîcher, tu le destines pas aux maraîchers. Non, à moins qu'ils soient vraiment curieux. Oui, tu le destines à ceux qui veulent leur autonomie, petite agriculture pour autonomie vivrière. C'est ça que tu mets en sous-titre. En gros, pour ceux qui font leur jardin, quoi. Ouais, pour ceux qui font leur jardin. Et j'ai rajouté autonomie vivrière parce qu'il me semble qu'on peut pas. Enfin, c'est pas qu'il me semble, je suis sûr qu'on ne peut pas décorréler la question écologique de la question sociale et politique. Et un monde avec des paysans d'un côté qui se crèvent le cul et qui sont en train de disparaître, et d'un autre côté des gens qui touchent jamais le sol, qui sont hors sol et qui sont complètement déconnectés du vivant et qui ne participent pas du tout à la production alimentaire, c'est une société qui se casse complètement la gueule. Donc moi je m'adresse aux gens en leur parlant d'autonomie alimentaire, d'autonomie vivrière, dans l'idée que voilà, je pense que c'est pour le coup c'est une vraie révolution possible, qui est accessible, disons, sans attendre le grand soir ou je ne sais quoi. Ça c'est quelque chose qui est direct, où beaucoup d'entre nous, enfin il y a des terres un peu partout quand même en France qu'il va falloir reprendre à un moment donné aussi, ça c'est notre question. Mais quitter les villes, repeupler les campagnes et faire son jardin, en se cassant la gueule aussi, c'est remettre du lien entre nous et ce qui est mal nommé nature, donc le vivant, et se réemparer de la question des communs. L'alimentation, la bouffe, enfin, c'est ce qui nous relie tous. On a tous besoin de manger, quoi, de se soigner avec les plantes, c'est la base d'une société. Donc après, voilà, j'ai appelé ça autonomie alimentaire, mais peut-être que voilà, ça peut aussi servir juste pour un petit jardin de 20 mètres carrés. Hein. On peut faire des couverts végétaux sur 20 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Et toi, depuis que tu t'es mis à l'agriculture naturelle, que tu as eu cette révélation avec le livre de Fukuoka et que tu as commencé, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Au niveau du jardin, ouais, il y a le fait de perdre le contrôle, de dire ok, c'est pas moi le patron là dans l'histoire, et on va essayer comme ça de faire jouer l'orchestre, mais comment dire, en laissant chacun s'exprimer, quoi, et sans juger de toi t'es bon, toi t'es mauvais, toi tu me plais, toi tu me plais pas. Je fais plus la différence entre auxiliaire et nuisible. C'est un truc qui n'existe pas. Entre bonnes et mauvaises herbes. Bon, mauvaises herbes, les maladies, elles sont pas mauvaises non plus. Enfin, il y a plus du tout ça dans ma tête. Au début, c'était flippant, tu vois, il y avait toujours quelques tomates qui meurent sur le lot. Il y en a 2-3 qui tombent malades. Et au début, je disais, ah là là, alors il faut la prendre avec des gants, la sortir comme une pestiférée et tout. Alors maintenant, je m'en fous complètement, quoi. La tomate malade, je la prends, je la touche, je sais plus. Elle reste au sol. Après, quand elle est morte, avec toutes les autres,
c'est plus un souci et il y a plus de jugement et il y a plus de ça je veux et ça je veux pas. Et ça, en restant tout seul longtemps au jardin, parce que c'est quand même des longues heures de silence et c'est parfois dur physiquement. Je veux dire, le soleil cogne, t'es sous le soleil, il pleut, t'es sous la pluie, il fait froid, tu te les gèles. Et d'être tout seul là-dessus et à essayer petit à petit de lâcher la lutte et arrêter cette avidité-là aussi et les jugements. Petit à petit, ça, j'espère, je le souhaite, quoi. Ça déteint sur tout le reste, sur les rapports que tu as ensuite après avec les autres humains. Et de pas de dire, ouais, la même chose, quoi. D'arrêter de dire ça je veux pas, tu dois être comme ça, tu dois pas être comme ça. Je t'aime, mais à condition que. Mais ça, c'est le travail de toute une vie. Moi, je dis pas que je suis arrivé à quoi que ce soit, mais ça impulse ça, en tout cas. Ça rend il y a une fertilité qui revient là-dessus. Et in fine, par rapport à soi-même, c'est pareil. Et moi, c'est une vraie, je le prends comme un vrai travail, un travail spirituel, quoi. D'être dans cet état-là au jardin et essayer d'être le plus honnête possible. T'as le temps de mariner, quoi. De dire, ah ouais, il y a une idée qui tourne en boucle comme ça, sans arrêt. Au bout d'un moment, tu dis, ok, bon, mais si je suis vraiment honnête, je suis tout seul au jardin, enfin, il y a personne qui m'écoute, il y a que moi. Si je suis honnête, ok, en fait, j'ai envie de ça, je désire ça, ou j'ai peur de ça, ou je pense à ça. Et tu découvres des pans de toi-même. Et si tu les accueilles comme t'accueilles la limace, toi, qui vient pour te défoncer ta planche de salade, et elle est pas, si t'arrêtes de la traiter de mauvaise et de dire ah, t'as rien à faire là, tu dégages, bah, tu te dis en fait c'est peut-être pareil avec moi et d'accueillir ce qu'il y a en soi, de se connaître soi-même. Voilà le job. En gros, agriculture naturelle égale développement personnel. Non, pas développement personnel, non, putain, pas ça. Développement personnel, c'est un truc de capitaliste, quoi. Non. C'est pas pour aller mieux, c'est pas pour être plus performant ou être plus top ou plus joyeux ou plus in ou ah non, pas ça. Non, la connaissance de soi, c'est pas très glamour, hein. C'est même dégueulasse, hein, souvent. de découvrir des pans de soi pourris, de dire oh putain ouais il y a ça dedans, oh là là. Et puis en fait si bah ouais il y a ça, donc t'en es là et c'est ni bien ni mal et zou, mais j'espère juste que ça, je crois que ça rend comment dire, plus aimant. Voilà. Mais ça rend pas meilleur, quoi. On est comme on est. Bah ouais. On est ce qu'on est, quoi. Mais ça continue, je veux dire, tu vois, il y a une année comme ça où c'est super difficile, avec un hiver hyper pluvieux, des couverts végétaux ratatinés. Les limaces en ce moment, c'est la fête, quoi. Tu dis je les bichonne, je les aime, je leur fais des bisous. Et des fois ça se passe pas. Bon, c'est comme ça. Donc toi, dans tes jardins, les limaces, tu leur fais pas du tout la guerre. Ah non, je les ramasse pas non plus, quoi. Si, tu vois, là, j'ai mis des salades, il y a les limaces qui sont arrivées là, je leur ai mis à manger, je leur ai mis de la moutarde et compagnie. Mais elles n'ont pas les couverts végétaux cette année pour se nourrir, donc forcément, elles se jettent sur les salades. Donc j'attends des jours meilleurs pour mettre mes salades. Mais ce que tu expliques dans le bouquin, c'est que quand un couvert végétal donc est arrivé à maturité, il est en fleurs, là, tu le couches avec le rouleau Faca. Donc ça, c'est ce qui va lui permettre de mourir. Couché, donc il forme du paillage. Et ça fait la nourriture pour tout ce qui vit sur le sol et dans le sol. Ouais. Du coup, les limaces mangent les couverts végétaux qui sont en train de se dégrader. Ouais. Voilà. C'est ça. Et normalement, si tu mets la salade à ce moment-là, c'est bon. La limace préfère le couvert végétaux et pas la salade. Parce que la limace, son plat favori, c'est la plante blessée, malade, carencée ou en décomposition, tu vois, qui est en mode je vais mourir ou je suis en train de mourir. Oui, c'est un détritivore, donc elle mange les déchets. Ça. Donc si elle en a, elle est heureuse.
Si elle en a pas, bah, tu dis, bah, en fait, tes salades, finalement, pour l'apéro, c'est pas mal. Ouais. C'est comme ça. Donc dans la théorie c'est beau, mais dans la pratique, tu récoltes combien de salades? Tu perds la moitié de ta récolte? Non, pas du tout. Là, il y a le printemps. Là, c'est un moment un peu difficile. Tu vois, sortie de printemps sans couverts végétaux, c'est dur. Mais là, dans une quinzaine de jours, ça va aller vachement mieux. Tu vois, en leur semant un petit peu de moutarde, ça va finir par passer. Il Ouais. faut qu'il arrête de pleuvoir un petit peu aussi, ça peut aider. Mais non, les pertes au jardin, elles sont tout à fait respectables. Tu vois, si je perds 20% de la récolte, c'est à peu près ça, et voire même zéro sur certaines cultures. Bon, bah, je trouve que c'est honnête. Quoi. Au-delà, voilà, faut pas aller au-delà non plus, parce que sinon tu t'échines, ça rime à rien. On n'est pas là pour non plus pour nourrir que les limaces. Quoi. Il faut manger des salades à un moment quand même dans la vie. Oui, bah ouais. Pour soi ou pour mettre dans les paniers des clients, quoi. Ouais, ça aide aussi. Ouais. Est-ce que tu as une définition de l'agriculture naturelle? Qu'est-ce que c'est en gros pour expliquer à ceux qui ne savent pas? Comment la caractériser? Bah, j'aimais beaucoup il y avait une phrase de Fukuoka. Je sais pas si j'arrive à la citer texto. Peut-être bien, ouais. Il écrivait quand on a compris qu'on perd joie et bonheur dans l'effort de les posséder, l'essentiel de l'agriculture naturelle est réalisé. Et c'est vrai. Je suis franchement d'accord avec ça. C'est pas le légume, c'est du bonus pour le coup. Euh, Bien que après, je comprends bien qu'il faut une productivité. Tu vois, moi, je suis maraîcher, j'ai des paniers à fournir toutes les semaines et ça le fait. Tu vois, donc ça va faire 10 ans bientôt que ça le fait comme ça. Mais c'est du bonus ce légume-là. La finalité de l'agriculture naturelle, pour moi, c'est ça. C'est c'est de refaire le lien avec le vivant et avec soi, enfin, avec tout ce que j'ai dit avant, quoi. Après, techniquement, pour moi, c'est un cadre. C'est juste un cadre de friction euh, qui, au demeurant, est super intéressant d'un point de vue agronomique. De dire, voilà, aucun travail du sol, pas un coup de grelinette, rien, il y a rien du tout. Euh, pas de compost, pas d'engrais, pas d'amendement, pas de poudre de palimpinpin, de quoi que ce soit. Et ça, c'était voilà, ça c'était Fukuoka. Et moi, j'ai rajouté. Alors, il n'était pas hyper strict là-dessus, Fukuoka. Moi, je le fais de manière stricte pour jouer, pour voir quoi. Et j'ai rajouté pas d'hybride F1 qui est en bio. Alors maintenant, j'ai plus le droit de le dire, mais c'est issu de mutagénèse pour pas mal. Et la Cour de justice européenne en février 2023 a dit c'est la mutagénèse, c'est de la technique OGM, mais c'est pas de l'OGM. Voilà. Donc moi je dis pas d'hybride F1, ce qui complique un petit peu le maraîchage quand même, parce que t'as pas des légumes calibrés, la productivité c'est pas la même non plus. Enfin bon, il y a ça et pas d'apport carboné exogène, bien que ça peut arriver d'en mettre un petit peu. Par exemple voilà les 500 grammes au mètre carré pour assurer un lever de couvert végétal ou sur la pomme de terre. Mais ben voilà, c'est du foin que je fauche ici, juste à côté, quoi. C'est pas, et puis c'est des quantités franchement ridicules. Donc pas d'apport carboné exogène et de pas tuer les animaux. La seule bestiole que je continue à tuer un peu, c'est le dorifort, avec l'espoir d'arrêter. Parce que tu vois, on parlait des punaises tout à l'heure et j'ai découvert qu'il y avait plein de bestioles, dont les punaises. Mais pas que, il y a des araignées, il y a des téléphores, il y a tout un paquet de bestioles qui mangent les dorifores en fait. Ouais. On me dit il y a quand même moyen, mais voilà, il y a aussi tout un travail à faire sur la génétique de la pomme de terre aussi avec ça, les itinéraires techniques et réinviter toutes les bestioles du cosmos au jardin, il y a moyen. Mais voilà, donc ça c'est le cadre technique, le système cultural qui tient debout avec les couverts végétaux. C'est le pilier technique, parce que sans ça, il y a rien du tout. Donc, dans le bouquin, c'est très détaillé. Il y a tout sur les couverts végétaux, plante par plante, les semis, comment on sème, comment on détruit, comment on compose un mélange, les pourcentages, comment on s'approprie l'outil. Mais voilà, pour redire qu'est-ce que c'est que l'agriculture naturelle, pour moi, le cadre technique, c'est juste un cadre de friction où tu te mets au jardin et tu joues le jeu de dire, ok,
j'arrête de travailler le sol, j'arrête le compost, j'arrête tout, j'arrête d'être le chef dans cette histoire. Et je refais du lien et j'essaie de travailler en respectant les lois biologiques sans les connaître. Ah. On connaît quelques principes, on sait un peu comment ça fonctionne grosso modo, quoi. On a des lignes directrices. Ouais, on sait que si on travaille le sol ou qu'on met des pesticides, on détruit la biologie, quoi. Donc il faut juste arrêter. Ouais. Le principe de l'agriculture naturelle de Fukuoka, notre truc c'est très basique, c'est on arrête de chercher des solutions aux problèmes, on arrête de créer des problèmes. Je trouve que c'est un bon sens. C'est ça. Plutôt que de rajouter une action pour régler un problème, on va essayer d'enlever l'action qui a créé le problème. Déjà. Et le but du jeu, c'est d'intervenir le moins possible. Donc même, tu vois, avec les couverts végétaux, là, même si j'en suis très content et que les itinéraires techniques, ils tiennent la route et c'est OK, il faut continuer, quoi, parce que les couverts végétaux, ça reste encore une action très forte qu'on fait au jardin, tu vois. D'avoir tout un paquet de plantes qui poussent d'un coup, qu'on sélectionne en plus nous-mêmes. Ce sont des annuelles qui sont sensibles au roulage, qui font beaucoup de biomasse, tout ça. Et puis on va les détruire toutes d'un coup. Et ça, pour la biologie du sol, ça va faire des yo-yo là-dessous, incroyables. Donc c'est pas fini, c'est un process, c'est une démarche qui va durer toute la vie. Et pour ça, là, j'essaye maintenant sur la prairie. Tu vois, Laurent, il a déjà commencé à travailler sur cet axe-là. Bon, techniquement, ça pose plein de problèmes. Enfin, si on veut pas ressortir le travail du sol et les bâches, c'est très compliqué. Mais il faut y aller, il faut chercher, il faut fouiller là-dedans. Et peut-être qu'il y a certaines cultures qui seront avec des couverts végétaux, d'autres avec des prairies, d'autres avec des arbres. Il faut réinventer encore des rotations beaucoup plus grandes que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi, des rotations à long terme où tu te dis, bah voilà, je fais 10 ans de marèche, après je fais 10 ans de prairie avec des animaux, après ça repart en bois. Enfin, il y a tout un tas de trucs à continuer à réfléchir. Moi, le bouquin, je le vois pas comme ni le bouquin ni la ferme, je les vois pas comme un modèle. C'est débile, les modèles. C'est des trucs que tu cherches à reproduire. Alors, quand on artificialise le système en travaillant le sol, en mettant des engrais, bah ouais, ça fait des modèles. Ça, tu peux le reproduire partout pareil. Oui, dans un esprit où on contrôle les choses, tu gères le modèle à sa place. Voilà. Là, c'est pas du tout un modèle. C'est un début de recherche, un exemple, dire voilà, il y a une base de travail, c'est ça. Il y a des itinéraires techniques qui sont validés. Allez-y, mais après faites comme vous voulez faire et au moins de piger la base et après libre à chacun de s'exprimer là-dessus, quoi, avec son contexte pédoclimatique, son jardin, ses envies, sa santé, son corps, mais avec une base de travail. Voilà, c'est l'idée. Ce que tu décris dans ton bouquin, là, ça, je trouve que c'est ce qui s'approche le plus de ce qu'on recherche en permaculture. Quand on entend la philosophie de la permaculture qui dit faire avec la nature et pas contre elle, qui dit on observe la nature et on essaye de la reproduire. C'est plutôt Fukuoka qui disait la première chose et la permaculture la seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en gros, oui, dans ton système, il n'y a pas de travail du sol, ce qu'il n'y a pas dans la nature. Il y a tout le temps des plantes qui poussent, ce qu'il y a dans la nature. Et, moi, ce que je vois quand même, c'est que dans nos contrées, c'est la forêt, l'écosystème dominant, enfin l'écosystème climax. Et du coup, la prairie n'existe pas, ne devrait pas exister. Ou à certains endroits où il manque de pluviométrie, où il fait plus froid, où il y a des grands animaux qui mangent tout le temps. Mais si les humains n'existaient pas en France, il n'y a pas les plantes qui correspondent à nos légumes qu'on cultive, en fait, elles pousseraient pas. Ça serait d'autres plantes. Oui. Et je pense que nos ancêtres vivaient principalement de cueillette de petits fruits, de noix et de viande. Et en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que l'agriculture naturelle, comme on voudrait la faire, c'est pas vraiment la nature comme on devrait l'avoir sous notre climat dans nos contrées. Parce qu'on essaye de maintenir la nature à un stade légumes qui n'existent pas dans la nature. Il y a 2-3 trucs là-dessus. Pour moi, il y a un couac. Il y a un couac philosophique là-dessus.
Parce que si on met la nature comme ça à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on fait en nommant la nature. Le concept de nature est très problématique. Il y a plein de peuples encore sur Terre, le mot nature n'existe pas. C'est un non-sens, quoi. Parce qu'ils en font complètement partie. Du coup, si on fait partie complètement de quelque chose, si on appelle ça le tout, bon, ben, il n'y a pas le tout qui est extérieur à nous, sinon c'est plus le tout. Oui, ouais. Donc, attends, je vais pousser le truc un peu plus loin. C'est que si on fait partie du vivant et qu'on retrouve le lien, alors on peut avoir une action, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme les castors, comme les loups, comme tout le monde. Et du coup, de dire, bah ouais, mais en fait, moi, cultiver sous un grand chêne, je sais pas faire. Donc, avoir de la prairie ou des couverts végétaux, bah, pourquoi pas? Comme n'importe quel animal le ferait. À partir du moment où on crée pas de désertification, où on fait pas de pollution délirante, où on commence pas à tout triturer, à tout manipuler en se prenant pour des dieux vivants, moi je vois pas de problème. Je vois plus de problèmes à mystifier une nature, à la mettre dans une vitrine, et avec l'arrière-pensée de l'humain est mauvais. C'est plutôt le délire dans toute une branche de l'écologie qui date. Hein. Ça, c'était déjà dans les années 70. Il y avait déjà ce trip-là qui arrivait avec l'écologie profonde ou des trucs comme ça, où on nous dit qu'on est trop d'humains sur Terre, ou du malthusianisme revisité, bien puant, là. Ce truc-là est hyper dangereux et mène pour moi plutôt à des totalitarismes verts où on nous dit voilà, il faut protéger la nature et la protéger contre nous, quoi. Et pour moi le délire de protéger la nature ou la détruire, ça a le même fond idéologique. Donc on n'est pas là pour la protéger, on n'est pas là pour la détruire non plus, on est juste là pour vivre intelligemment, quoi. Comme tout le reste du vivant. Et ça, on a désappris à le faire parce qu'on on a artificialisé nos vies. On est en mode robotique, quoi, tu vois. on est hors sol. Et réfléchir à tout ça en étant hors sol, il me semble que on va arriver que à des âneries philosophiques. Se remettre dedans, se remettre dans un cadre technique qui te dit voilà, t'arrêtes d'être le patron et tu vas voir au champ vraiment comment ça se passe, c'est pas assis sur tes fesses. Et à partir de là, après, tu recommences à réfléchir société et comment est-ce qu'on aménage, comment est-ce qu'on vit, comment. Bah là, ça a déjà un peu plus de sens pour moi. Ouais. Voilà. Et après, ça, c'est adapté. Je redis, à chaque contexte pédoclimatique, à chaque personne, à chaque groupe, et c'est la base de la culture. J'espère bien que les gens ils vont pas faire des couverts végétaux partout pareil, ce serait complètement con. C'est un non-sens ce truc-là. Il y a des endroits où voilà, il y a des hauts plateaux qui sont faits pour avoir beaucoup plus d'herbivores. Parce que là, bah, faire pousser des légumes à 1200 mètres d'altitude, bah, bon courage les gars, quoi, ça va pas le faire. Oui, c'est pour ça que il y a des zones humides, il y a des zones désertiques, il y a tout un paquet de trucs. Faut composer avec tout ça et on est comme on fait ce qu'on peut, quoi. Je trouve que ton livre est bien écrit, le fil conducteur est très intéressant. Tu commences par décrire un petit peu le sol, les couverts végétaux, donc c'est l'outil clé de l'agriculture naturelle. Sans les couverts végétaux, il n'y a pas d'agriculture naturelle quasiment. Bah, pour l'instant, à voir. C'est ça. À voir, prairie, reste à découvrir autre chose, quoi. Tu parles des rotations, puis effectivement, il faut faire tourner, on peut pas cultiver les mêmes choses au même endroit, et puis il faut faire les rotations entre couverts végétaux et. Ouais, c'est surtout les rotations, elles sont pensées par rapport aux couverts végétaux, ouais. Pas pour des raisons sanitaires ou nutritives comme c'est fait classiquement. Ouais. Régénération du sol par les plantes. Toi, quand tu es arrivé ici, est-ce que le sol était bien? Il était prometteur? Je crois que je pouvais pas faire pire. Ouais. C'était la cata. Ouais. Non, c'était cata. C'est un sol
C'est la misère, quoi. Qu'est-ce qu'il a comme problème, ton sol de base? Le sol de base, c'est absolument pas fait pour faire du maraîchage. C'était une prairie surpâturée avec des chevaux qui s'enfonçaient jusque-là, avec du jonc, du rumex, de la renoncule, fait que des trucs d'hydromorphie, d'asphyxie complète, très très peu de matière organique, c'était bien pourri, quoi. Et le sous-sol est complètement imperméable, donc ça fait c'est un cul de baignoire en hiver, ça se gorge d'eau, et en été, il y a très peu d'argile, et c'est des argiles de très mauvaise qualité, et du coup c'est hyper drainant en été, donc hyper séchant, et ça devient dur comme du béton. Oui. Voilà. Donc voilà, ça a démarré comme ça, et comme le sol était déjà bien naze, et que je devais cultiver sur 1 hectare au début, parce que j'avais pas encore réfléchi à ce système de rotation. Je savais qu'il fallait que je fasse 5000 m² de légumes, et j'avais imaginé 5000 m² de légumes, 5000 m² de couvert végétal. Et après, je me disais, je vais intervertir le truc. Donc, j'étais sur 1 hectare. C'était beaucoup trop grand, et ça a commencé par un gros labour hyper dégueulasse, avec le tracteur qui s'était embourbé mi-août, à mi-août, même. Mi-août, ah oui. Voilà, parce qu'il y a des mouillères, des trucs infâmes. Donc un bon gros labour qui a bien ramené tout le tuf du dessous, le minéral au-dessus. Un coup de herse rotative parce que j'étais avec des vagues. J'en ai chialé ce jour-là. C'était n'importe quoi. C'était l'horreur. Ça puait la mort. Tu sais, l'hydromorphie, le sol était bleu. Bon. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. Ça sent la vase, quoi. Ouais. La pourriture anaérobie. Et ça a démarré comme ça, et je pouvais pas faire de légumes sur ce sol-là, quoi. Il y avait rien. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des couverts végétaux. Voilà, donc ça a été couvert végétal. Le premier, il était minable, c'était nul, c'était tout bas. Et après, il y a eu un deuxième couvert végétal à la volée par-dessus. Donc tu jettes les graines à la volée, quoi. Et après, je passais avec le rouleau faca pour écraser le précédent, l'autre passait au-dessus, passait au travers. Et le deuxième, il était un peu plus beau, puis j'ai fait ça, et pendant 2 ans, j'ai fait couvert sur couvert sur couvert sur couvert sur couvert. 2 ans, ça fait combien de couverts végétal? Et ben, ça en avait fait 5 couverts. Parce qu'il y avait du radisaicon au milieu, enfin, il y a eu des intermédiaires de couverts, donc... Et à chaque fois, tu voyais la masse du couvert végétal qui augmentait. Qui augmentait, parce que toutes les racines restaient dans le sol, la biologie commençait à revenir, je recommençais à voir des vers de terre, à revoir des bestioles un petit peu passées, les insectes qui revenaient petit à petit, et au bout de 2 ans, bah, les couverts végétaux, ils étaient à 3 mètres, donc je me dis, bah, si un sorgho, il fait 3 mètres, je peux peut-être rêver d'avoir une carotte de 20 centimètres. Et c'est parti comme ça. Et du coup, c'était la bonne nouvelle. Je m'attendais pas à ça. J'avais aucune idée de combien de temps il fallait pour remettre en route un sol, juste en jetant des graines. Et ça a été une superbe trouvaille de me dire, voilà, sur un sol qui est aussi défoncé, avec si peu de matière organique, au bout de 2 ans, quand même, la vie, elle revient, quoi, juste avec des plantes. Et ouais, ça a été une superbe découverte, ouais. Dans ton bouquin, oui, il t'explique que, alors même si on n'a pas les mêmes sols que toi, hydromorphes, avec de l'argile, et qu'on a d'autres types de sols, la stratégie de faire des couverts végétaux pendant 1 an ou 2 ans, jusqu'à temps qu'en fait le sol ressemble à un sol normal, c'est une stratégie à appliquer, quoi, qui est bonne. C'est au-delà du stratégique, il me semble que c'est fondamental, quoi. Là, en ce moment, on a le luxe d'avoir encore des paysans, pour ce qu'il en reste, et des magasins, et du pétrole, et de l'énergie, et ça tourne. Donc on peut aller acheter à manger, quoi. Par contre, les sols se dégradent à une vitesse folle en ce moment. La désertification, enfin, c'est un thème qui est quasi absent des médias. Et qui devrait nous alerter au même titre que l'eau. Enfin, tu vois, l'eau, on en a, ça y est, c'est sorti l'an dernier. Enfin, on commence à en causer, et complètement de travers. Cela dit, on pose jamais les bases du débat. Du coup, on arrive à des discussions complètement stériles. Mais les sols, c'est tout aussi grave, voire plus grave encore, parce que c'est la base de tout, le sol. Et on les détruit, et en fait, on arrive juste à manger parce qu'on a encore de l'énergie. On a du pétrole, on a des composts, on
On a des engrais, ça pousse, mais le jour où on arrête ça, et on a pas mal de questions à se poser sur l'approvisionnement énergétique en Europe, ça va faire super mal si on n'a pas réfléchi un minimum sur la fertilité des sols. Donc là, actuellement, on nous dit ça devrait être une de nos préoccupations majeures, de se dire, ok, comment est-ce qu'on fait en commun pour relancer de la fertilité, pour avoir de l'autonomie au niveau de nos sols qui un jour seront en manque. Donc moi, j'invite tout le monde à faire ça, à faire ce job-là, de dire, ok, au moins je m'approprie l'outil, de me dire, voilà, je me prends 50 mètres carrés, ou 5000, ou j'en sais rien, tu vois, mais je fais ça et je relance la fertilité du sol juste avec des plantes sur 50 mètres carrés. Une fois que tu as compris comment ça marche sur 50 mètres carrés, tu peux dire on va faire 50 hectares. Tu vois, mais il faut ça dans chaque commune, de dire voilà, on met une petite parcelle comme ça de test, on s'essaye, on a nos premiers échecs, on voit à peu près à quoi ça ressemble un chanvre, un sorgho, un tournesol, comment ça se couche, comment on sème à la volée. Enfin, on se l'approprie le truc. Et le légume, c'est après, c'est du bonus. Et c'est pareil pour les jardins individuels. Refaire du sol d'abord. Et après, on cultivera des légumes. Tu fais tes propres semences. Pas de tout. Hein. Bah, j'imagine c'est un métier à part entière, faire des semences. J'en ai 25 actuellement. Il y a 60 légumes différents et j'en ai 25 en production sur la ferme. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a un lâcher-prise à avoir. Tu n'essayes pas d'avoir à chaque fois la variété fidèle au papa ou à la maman. Non, ce truc est con. Tu fais de la variété population. Alors, c'est plus des variétés, du coup. Si c'est une variété, c'est pas de la population. Oui, c'est une tomate population. Tomate population, et on parle plus du tout de comment elle s'appelle. Et les plantes s'hybrident ensemble. Mais pour pousser plus loin, il faudra aller voir le livre de Joseph Lofthouse, qui est actuellement en cours de traduction, là, qui va sortir cette année, j'imagine. Traduit par qui? Une équipe, c'est des copains. Il y a un éditeur qui travaille dessus, et ce sera de l'auto-édition? C'est de l'auto-édition, ouais. D'accord. Oui, c'est de l'auto-édition. C'est sûr. On vous en parlera quand il sortira. Ouais. Ok. Au niveau des outils pour la culture des légumes en agriculture naturelle, tu décris un petit peu dans ton bouquin pas grand chose. Ce que tu as, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Il y a assez peu d'investissement. Ouais. Et il n'y a pas, par exemple, les semoirs très sophistiqués qu'utilise Jean-Martin Fortier. Ouais. Ah non, il n'y a que dalle. Donc, du coup, fais un peu la liste des outils que tu utilises. Couteau. Vraiment, c'est un couteau à lame fixe, poignard, quoi. De la ficelle tout le temps dans les poches. C'est obligatoire. Sinon, on sort pas au jardin sans ça. Et après, non, c'est hyper léger. Il y a la planche Faca qui se fabrique en 5 minutes à la maison avec un tasseau de bois, une cornière métallique et un bout de corde. Il y a un dessin dans le bouquin. Ouais. Et c'est réglé. Une machette avec une bonne lame de 60 cm de long et 10 cm de garde. Bon, ça c'est vraiment, ça sert au désherbage et à faire du semis. À reproduire ce que ferait un semoir à semi-direct, à trancher le couvert, écarter et semer dans cette petite rigole-là. Oui. Il y a une vidéo sur le site internet de la ferme pour montrer le maniement de la machette et comment ça se comporte dans un couvert végétal qui vient d'être couché. Voilà, ça avait déjà fait ça. Et après, t'as quoi? T'as une brouette, une balance. Il n'y a rien, quoi. Ouais. Oui, la bêche, on n'en a plus besoin. Non, c'est fini. Tout ça, il y en a pas. La houe, il n'y en a pas besoin. Non, une fourche pour pailler les patates ou mettre un peu de foin par-dessus les semis à la volée si ça manque un peu de couverture. T'as quoi? T'as une épinette, un sécateur, des trucs de base, quoi. Est-ce que tu utilises comment ça s'appelle? Faucille. Est-ce que tu utilises comment j'ai oublié le nom? Les tubes pour planter les mottes? Non. Comment ça s'appelle ça? Les plantoirs, quoi, les cannes à planter. Les cannes à planter, ouais. Non, ça traverse pas les couverts.
C'est ça le problème. Ouais, c'est trop fort un couvert végétal. Une fois couché, tu passes pas au travers, quoi. Ok. Et t'as un tracteur pour passer le rouleau faca. Voilà, Mais qui peut se faire avec une planche. Hein. avec une planche. Ouais. Et un petit peu plus de temps. Ouais, quand même. Bon, c'est toujours le même troc, hein, c'est Bah pétrole contre temps. Quoi. c'est ça. Mais bon, voilà, tu vois, si je suis je compte pas ma conso de gasoil par an, mais le tracteur, il se tourne quelques heures sur l'année, c'est tout. Quoi. Ouais. Je lui mets les 10 euros, 20 euros, peut-être, je sais pas, en exagérant beaucoup, et c'est fini. C'est raisonnable. Ouais, ça va. T'as un chapitre sur les arbres et les vivaces. Donc on a vu dans tes jardins là, qu'il y avait les jardins étaient séparés par des haies arbustives. Ouais. Et j'imagine avec des choses qui se mangent dedans. Pas que, non. C'est les... Abris auxiliaires. Non plus. Il y a plus Enfin, d'auxiliaires. ouais, je veux dire, elles servent de réservoir Ben, à vie, quoi, en gros. ouais, c'est des gros réservoirs à vie, c'est des zones de chaos où tout peut s'exprimer, où ça pousse bon après j'y mets des petits fruits, des plantes médicinales, des fleurs, mais des plantes que je connais pas, je les mets là. Quoi. Et après ça a plein d'effets. Ça permet de réintroduire l'arbre dans le système, sinon t'as que des annuels et c'est quand même pauvrette. Mm. Donc avec des racines qui plongent profond, qui vont mycorhizer, qui vont entretenir une activité fongique tout au long de l'année. Voilà, il y a plein d'échanges qui peuvent se faire à cet endroit-là. C'est espacé de 10 mètres, donc tous les insectes, toutes les bestioles, elles peuvent faire 5 mètres Pour aller au milieu, pour aller au du milieu jardin et revenir, ça va. se planquer dans 5 la... mètres, c'est ok. Tu vois, un Ouais. carabe, il est d'accord pour faire ça. Au-delà, ça commence à devenir un peu péchu. Ça fait un brise-vent. Là, il y a la toiture végétale après qui va commencer à pousser par-dessus pour faire le petit microclimat. Ça fait une petite prod supplémentaire de tout, en plantes médicinales, en petits fruits. Ouais, c'est mes zones préférées. Ouais. Et tu cultives des céréales. Toi, tu fais ton propre pain? Le blé, ouais. D'accord. Et donc tes céréales, tu les cultives dans les jardins où tu fais les légumes. T'as pas des parcelles à part pour faire... Non, non, c'est avec. Mais là, je m'amuse beaucoup à essayer de trouver un itinéraire pour faire du blé en semis à la volée, sans travail du sol, bon, en agriculture naturelle, quoi, mais sur des surfaces plus conséquentes, Ouais. Ce qui serait quand même assez marrant. Et donc là, c'est en développement, c'est encore en cours. Et du coup, j'en commence à un petit peu en parler dans le bouquin, ouais. Du début de cette réflexion-là pour commencer à dégrossir un petit peu les neurones. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir un blé, de semer un couvert végétal d'été avant moisson, donc avec du sorgho et du sarrasin principalement, parce que là, les chanvres et tournesols, ils passent plus. Donc dans le blé qui est encore sur pied, tu sèmes Voilà, ton le blé couvert encore sur végétal pied, d'après. semé à la volée par-dessus, on moissonne assez haut, à la faucille, donc à la main, quoi, hein, ou alors en moissonneuse-batteuse en réglant la barre de coupe très haut, ça pourrait passer aussi. Et ensuite passer un coup de rouleau faca ou la planche par-dessus sur les pailles qui restent au sol. Et après, tu as ton sorgho qui démarre par-dessus. Et après, dans l'idée, pour les paysans boulangers, que ça peut intéresser, c'est de remettre après de nouveau un blé par-dessus. Donc de faire blé, couvert d'été, blé, couvert d'été, blé, couvert d'été. Parce qu'après, il y aurait encore la possibilité d'installer du chou. Tu vois, les choux, les radis noirs, les navets, il y a tout un paquet de trucs qu'on peut installer à la mi-juillet. Donc ça roule, mais c'est juste que sur des grandes surfaces comme ça, si on commence à parler d'hectares de choux et de radis noirs, ça va faire beaucoup. On va voir les débouchés commerciaux. Ouais. Donc là, voilà, c'est le jeu du moment. Ouais. Est-ce que tu as des animaux sur ta ferme? Ouais. Quoi? Et comment est-ce qu'ils sont intégrés à ton système de culture? Non, mais j'y pense beaucoup. Il y a les poules. Alors elles, je les veux pas du tout dans le jardin parce qu'elles
elles grattent le sol en permanence, elles bouffent toute la... Enfin, tu peux pas les bichonner d'un côté et leur dire après vous allez vous faire becter. Ça me plaît pas. Et leurs fientes sont bourrées d'acide phosphorique, c'est un super fongicide aussi. Donc les poules, c'est exit, elles sont ailleurs, et elles font ça très bien. Après, il y a les moutons sur la ferme. Mais ça, c'est juste pour notre conso perso, je ne vends pas la viande. Et le mouton, ben Laurent, toujours lui, il a fait des essais là-dessus aussi, à mettre les moutons dans les couverts végétaux pour les écraser. Et là, pour aider un peu à pâturer sa prairie avant de mettre du légume. Et c'est super intéressant d'avoir les ovins dans le système. Ouais. Faut méga charger la parcelle, j'imagine. Mettre beaucoup de moutons sur une petite surface, quoi. Oui, il faut une belle densité et faire un pâturage tournant dynamique, très dynamique, pour pas se retrouver avec un sol qui est complètement piétiné, surpâturé trop vite. Mais sur une toute petite période avec beaucoup de moutons, ça peut être super intéressant. Ouais. Donc genre là, tu vois, une prairie qui pousse, ça c'est pour après, quoi. La prairie pousse, les moutons passent, c'est ratiboisera, tu mets ton légume et ensuite il faut passer à la faux pour continuer à faucher autour des légumes. C'est ce que j'imagine là. D'accord. Mais dans les couverts végétaux, c'est pas hyper intéressant, quoi, parce que tu vois qu'un couvert végétal qui est à 2 mètres en hiver ou à 3-4 mètres en été, lâcher des brebis là-dedans, les pauvres, elles vont dire oui, c'est la jungle, oui, tu vois, oui. Ça va pas le faire. Oui, c'est pareil pour les poules, tu peux pas mettre des poules là où il y a 3 mètres de couvert végétal. C'est ingérable, c'est un peu ingérable comme ça. Oui. Mais sur la prairie, il y a moyen, ouais, ça a développé. Ça, j'en parle pas du tout dans le bouquin. Non. Oui, les animaux, tu n'en parles pas dans le livre. Mais bon, comme on est à la librairie permaculturelle, et que c'est des stratégies permacoles, les animaux dans le jardin, ouais. Je te posais la question. Irrigation, tu as un chapitre là-dessus. Donc, la problématique que tu rencontres, c'est que quand tu balances ton couvert végétal à la main, à la volée, ouais. Il faut qu'il puisse lever. Ouais. Voilà. Parce que la graine est en surface, elle n'est pas l'avantage du travail du sol, parce qu'il y en a quand même plein. Hein. Il y a plein d'avantages à le travailler. Oui, pourquoi Papy cultive son jardin en travaillant le sol et puis en faisant un sillon et en mettant la graine dans la terre? Parce que c'est plus simple pour les faire germer. Ça marche du tonnerre. Bah oui, pour plein de raisons. Ça réchauffe beaucoup plus vite, tu fais un apport d'oxygène, ça minéralise. C'est hyper productif. Et Papy, il a du fumier à volonté. Bah oui, fumier, compost, ce qu'on veut, quoi. Mais là, dans ton type d'agriculture, on met pas de fumier. Non. Et la fertilité, c'est les couverts végétaux qui l'apportent. Ah. Donc le problème pour l'irrigue, la graine, elle se retrouve en surface, sur le sol. Alors, soit il y a assez de résidus de culture ou un couvert précédent et c'est semé à la volée et il suffit juste de passer avec le croc, secouer les pailles pour que les graines tombent au sol, à condition que ce soit super sec. Et là, il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit à faire et c'est ok, c'est chouette. Est-ce que si c'est des graines rondes ou des graines plates, tu vois, vu que la forme est différente, est-ce qu'il y en a qui tombent plus facilement au sol, d'autres qui restent posées sur le couvert végétal? Les graines rondes, moi, je me dis, je sais pas, qu'il n'y a pas besoin de secouer parce qu'elles tombent plus facilement au sol. Non, il faut secouer quand même. Ouais. Donc oui, les plates ont plus tendance à rester sur les tiges et sur les feuilles, mais de toute façon, il faut secouer. Ouais. Donc voilà, y a pas, même les toutes petites aussi, les facélies, tout ça là, elles peuvent rester sur une feuille, une tige, donc il faut secouer de toute façon. Donc voilà, où il y a la couverture végétale, ça se secoue un coup, ça tombe au sol et voilà. Soit il n'y a plus assez de couverture végétale parce qu'il n'y a pas assez de résidus du couvert précédent parce qu'il s'est fait manger ou les légumes c'était trop anecdotique, il n'y en a plus. Donc là, c'est le coup de mettre 500 grammes de foin et là c'est ok, je m'autorise ça. Donc 500 grammes de foin au mètre carré, en gros c'est 1-2 cm, c'est ça? Même pas. C'est un truc, c'est ça juste... tu vois plus le sol ou tu le devines. Et ça fait un petit ombrage sur le sol. C'est juste pour garder l'humidité au sol et éviter que la graine commence à germer et se retrouve en plein cagnard et à dire j'ai soif, je meurs, je bronze, c'est fini. C'est juste pour ça. Et après, là, il faut de l'eau.
Et moi, au Les début, quantités que tu décris dans ton bouquin paraissent énormes quand même. ouais, mais j'y tiens. Je le. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ben, en fait, quand on apporte beaucoup de broyat, de compost et tout, on ramène énormément de flotte, en fait, avec ça. Donc, c'est sûr qu'on dit, ouais, en fait, c'est hyper économe en eau comme système. Oui, mais en fait, t'as pris de l'eau ailleurs, quoi. Enfin, c'est pas une économie d'eau, quoi. Tu Oui. l'utilises. Bon. Et il y a tout un, comme pour le sol, l'eau, il faut se retourner un petit peu le cerveau. Parce on a appris un mauvais cycle de l'eau à l'école. Il faut absolument le revoir. Et, euh, et il faut de l'eau pour la biologie du sol et pas pour le légume. Et dans quel sens le prendre, ce truc-là? Moi, je te disais juste avant ça que j'avais viré tous les gouttes à gouttes pour mettre que de l'aspersion. Alors, c'est pas économe en eau, cette histoire. T'as de l'eau qui s'évapore, dans l'air, ça tombe sur le paillis du couvert végétal qui lui aussi va absorber de l'eau. Enfin, c'est pas du tout économe. Et ensuite, je dis qu'il faut beaucoup d'eau pour le sol, pour que le sol reste toujours frais. Et alors pas en permanence tout le temps non plus, il peut se dessécher un coup, mais il faut de l'eau dans le sens où c'est plus le légume qu'on va arroser, c'est la biologie. C'est un système où on va élever des animaux, on se transforme en éleveur. Ouais, donc les bactéries, les champignons, toutes les bestioles, les vers tout ce qui vit dans le sol, toute la biologie, elle a besoin de flotte. Donc si on leur coupe le robinet, juste elles crèvent, quoi. Ouais. Et après c'est super, ça fait des biotopes de désert. J'adore les déserts, mais cultiver dans un désert, c'est une autre histoire, tu vois. C'est pas le même trip. Donc là, si on part sur cultiver avec de la biologie du sol, oui, il faut de l'eau, quoi. Et là où il faut revoir la copie un petit peu, c'est que si on veut faire des économies d'eau, il faut mettre de l'eau. Dans le sens où on remet dans des sols qui sont complètement tabassés, où on a perdu la biologie. Si on serre le kiki comme ça, on dit non, l'eau c'est précieux, je te mettrai juste la goutte qu'il faut, la biologie elle reviendra jamais. Alors que si on lui met de l'eau, les premières années, la biologie va pouvoir se réinstaller, refaire des complexes géolomiques, refaire de la galerie, refaire de la structure biologique, refaire de la réserve utile dans le sol. Et alors, quand la biologie sera bien installée, avec des plantes qui poussent en permanence, avec des arbres, avec des couverts, avec tout ça, alors on pourra rêver à se dire, ok, maintenant je vais pouvoir réduire l'eau parce que la réserve utile dans le sol, elle est là. Ouais. Et c'est ok. Là, ça roule. Parce qu'il y a des mètres et des mètres de profondeur dans le sol, il y a des taux de matière organique qui sont remontés, qui stockent de l'eau, les argiles stockent de l'eau également, mais il faut les remettre en vie. Donc il faut mettre beaucoup d'eau dans le système. Et actuellement, là où on dit, ah là, il faut économiser l'eau, compagnie. Non, il faut pas économiser l'eau. Il faut remettre de la végétation partout. Il faut replanter des arbres, replanter des plantes qui vont évapotranspirer, qui vont prendre de l'eau dans le sol et la remettre de nouveau dans l'atmosphère. Et c'est nécessaire pour le cycle de l'eau. Si on veut qu'il pleuve, il faut des arbres. Il faut des arbres, il faut des plantes. On a ce système à la con, là, où on a qu'on a appris à l'école, où l'eau s'évapore de la mer. Les 3/4 de la planète, c'est couvert de flotte. L'eau s'évapore de la mer, ça fait un gentil nuage qui se déplace, comme par hasard, sur la Terre, et il pleut sur la Terre. Il est sympa, le nuage, hein. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça marche sur 30%. 30% de la flotte qui tombe sur Terre, elle vient de la mer. 70%, oui, ça vient du sol. Sur les zones côtières. L'eau, ouais, mais c'est tout. Mais après, c'est vrai que l'eau qui tombe, sur les terres, par les rivières, elle s'en va, elle rejoint la mer. Donc, comment on fait pour qu'elle revienne dans les terres? On met des arbres. On met des plantes partout. Qui vont permettre d'évapotranspirer. Et en fait, grâce aux forêts, grâce aux arbres, vous avez les nuages qui peuvent se recréer et se déplacer et rentrer dans les terres. Donc, si on voulait supprimer les déserts, c'est ce qui se fait au Sahel, ils refont une barrière verte. Il faut des arbres. Voilà. Et c'est la forêt qui va régénérer la pluie. Ouais. Mais du coup, là, ce qui se passe actuellement, le faux débat qu'on a sur l'eau, c'est que actuellement, quand il pleut sur des sols travaillés, l'eau, elle ne peut pas rentrer dans le sol. Ouais.
Donc, elle ruisselle et elle retourne directement à la mer. C'est ça. Et en gros, on est en train de foutre en l'air ce qu'on a de plus précieux et on le jette c'est comme si on avait tout ce qui est hyper vital pour nous dans la baraque, on jette tout par la fenêtre. On dit ouais, c'est pas grave. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Et mais non, si on avait une stratégie en France ou en Europe ou dans le monde, je sais pas, de dire voilà, on a un problème d'eau. En fait, on parlerait du sol. Il faut arrêter de travailler les sols et en fait, il faudrait arroser énormément pour remettre de la fertilité. Oui, il faut maintenir les sols humides pour que ça puisse bosser et pousser. Et que l'eau, quand il pleut, que l'eau repénètre dans le sol. C'est ça. Et refasse les réserves. C'est ce que tu dis. La conclusion de ton chapitre sur l'eau, là, c'est le meilleur réservoir pour l'eau, c'est le sol. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut mettre en place ce qui va permettre à l'eau de rentrer dans le sol. De la végétation. Ouais. Tout simplement. Ouais. Arroser du maïs sur sol travaillé, on gêne de l'eau. Ouais. Et sans parler des méga-bassines, alors là, c'est le pompon. On parlait de maraîchage, donc du réseau maraîchage sol vivant tout à l'heure. La graine qui a germé, qui a donné naissance à ce réseau, c'était dans le Gers. Et en fait, là-bas, ils ont des sols qui sont... les paysans ont perdu 1 mètre de sol, ouais, parce que c'est des terrains en pente, c'est des terrains travaillés, et dès qu'il pleut, en fait, ça ravine et le sol dégage, quoi. Donc c'est pas pour rien que c'est né là-bas, quoi. Ouais. Parce qu'ils se retrouvaient confrontés à ce problème. Ouais, c'est un problème qu'on va avoir. Oui, qui est là, partout en France. Ouais. Ok, ravageurs et maladies. J'ai trouvé très intéressant, tu as pris quelques maladies et quelques ravageurs et tu as expliqué leur niche, leur fonction dans l'écosystème et du coup pourquoi c'était pas utile de les chasser, quoi. Par exemple, la limace, on en a un peu parlé tout à l'heure, parlons plutôt de mildiou. Eh bien, généralement, quand il y a du mildiou, on coupe et on brûle. Ouais. Et on sulfate. Et on sulfate, ouais. Ouais. Avec le fongicide bio. Toi, comment tu fais? Rien du tout. Rien, juste rien, quoi. Mais c'est pas une déclaration magique. Si on continue dans le même système avec sol travaillé, nourri aux engrais, et qu'on dit on arrête de traiter, juste tu perds toute la récolte, quoi. Enfin, ça marche pas, cette histoire. C'est couillon. C'est idiot. Fukuoka, il est arrivé chez lui, il a récupéré un verger de mandarinier, si je dis pas de bêtises. Il y avait 2 hectares. Et il a dit j'arrête tout, j'arrête de tailler, j'arrête de les produits, j'arrête tout. Et il a perdu 2 hectares de mandariniers. Il a tout perdu. Ouais. Voilà, c'est normal. Ça veut dire que tu prends n'importe quelle culture, tu fais la même chose, tu perds tout. Mais et du coup, Fukuoka, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a replanté avec une autre méthode, donc la méthode d'agriculture naturelle. Et là, les arbres conduits en agriculture naturelle, conduits ou non conduits, du coup. Pas taillés. Pas taillé, pas traité. Ça a pu recréer un autre système qui, lui, était productif. Ouais. Et la maladie, le mildiou, basiquement, quoi, comme à chaque fois, c'est un truc qu'on n'aime pas, donc on dit que c'est un ennemi, et quand c'est un ennemi, on réfléchit plus. C'est le terroriste, il faut l'abattre directement, et il n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien du tout. Directement, c'est l'ennemi. Et c'est très bête. En fait, c'est très, comment dire, c'est une création. C'est une mauvaise compréhension du fonctionnement, en gros, du vivant. Ouais, toujours pareil. Quand on classifie bon, mauvais, ça n'a aucune espèce de réalité, ce truc-là. C'est une vue de l'esprit par rapport à ce que nous on fait, à ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, quoi. C'est tout. Mais le mildiou, il a son rôle écologique comme tout, je veux dire, c'est pas un souci en soi. Mais à condition de comprendre le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon. Donc, et 90% des maladies des plantes, c'est des maladies cryptogamiques, donc dues aux champignons. Okay. Et la santé des plantes est aussi assurée par les champignons. Tiens.
Il y a quand même un truc à voir là-dessus. Si on prend un sol, on le dépouille de sa biologie, on le crame, on lui met des engrais et compagnie. Alors bon, là, je suis désolé, je suis pas dans un trip anthropomorphique à dire le sol veut pas. Je suis pas dans un trip Gaïa ça, mais donc il faudra excuser les erreurs de langage parce que je vais dire le sol veut, mais le sol ne veut rien. Mais il faut bien piger qu'un sol qui est dépouillé de sa biologie, qui est en mode je vais crever, je vais au désert, il faut surtout pas qu'il ait une plante gourmande en sucre, en nutriments qui pousse dessus, quoi. Le sol, quand il est tabassé, il fait pousser du chien-dent. Le truc qui est pas appétant, qui résiste au piétinement, il va pas te faire pousser un bananier, le machin, c'est pas vrai. Il va attendre d'avoir de nouveau de la biologie, de la matière organique pour faire pousser un gros truc. Donc, mettre une tomate dans un sol en mode désert, ça marche pas. Donc, le sol va trouver une solution pour faire dégager la tomate. Elle n'a rien à foutre ici. Et la solution, bah, ça s'appelle le mildiou. C'est génial. C'est le gardien, si tu veux. Il vient là, il dit, non, mais en fait, la tomate, je suis désolé, mais il va falloir repasser une prochaine fois. Là, t'es pas du tout dans les temps. Regarde l'état du sol. La tomate, elle regarde et dit, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Vas-y, bouffe-moi, qu'on n'en parle plus. J'ai rien à faire là. Et puis voilà, et tout va bien, quoi. Et toi, t'es là avec, tu dis, non, je veux ma tomate, le mildiou, c'est pas gentil. Donc, tu vas lui mettre un fongicide sur la tête. Et quand tu mets le fongicide, alors, certes, tu tues le mildiou, tu tues tous les champignons qui auraient voulu un petit peu s'installer dans le sol, et tu repars à zéro et tu recrées le problème. Ouais. Et c'est sans fin, ce truc. Et après, voilà, donc on pollue, on bouffe des pesticides, on tue toute la biologie, parce que le fongicide, il est pas sélectif, hein. Il n'y a pas le fongicide spécial mildiou, donc on tue tous les champignons, même les champignons qui étaient utiles, entre guillemets, et c'est une course sans fin. Je veux dire, et on continue à tuer tous les animaux, toute la biologie, et c'est bio. Ah, parce que voilà, on a des pesticides bio, et c'est cool, quoi. On a un label, et c'est durable, quoi. Et ben non, moi ça m'énerve. Ouais. Du coup, on reprend le truc à la base et on se dit, ok, ben si le sol, il a sa biologie, il a sa fertilité, il est pas boosté avec les engrais, il a la cool, sa vie, oh ben le mildiou, il est là, mais comme tous les autres champignons, tu vois. Et puis la tomate, elle pousse, elle est pas carencée, elle est pas sous cocaïne, elle est pas bodybuildée, ben, elle pousse gentiment, tu vois. Et le mildiou, ben, il va venir se mettre dessus. Chaque année, j'ai un peu de mildiou comme ça, s'il se met sur les feuilles. Et puis la tomate, elle lui dit, ouais, écoute, y a pas de problème, tu viens avec moi. Et puis le mildiou, il s'en va. Et puis la tomate, elle fait sa vie. Et c'est cool, quoi. Et tout va bien. Moi, tu vois, il y avait une année, quand même, j'ai serré les fesses. Parce que moi, si je perds la culture de tomates, le mildiou, ça peut être terrible, hein. Tu peux tout perdre en une semaine dans les serres. Il y a un côté flippant. Quand t'es jardinier, t'es à la cool, ça va, quoi. Maraîcher, il y a un petit suspense, quand même. Parce que moi, je perds la récolte de tomates. C'est foiré, tu vois. Après, il faut expliquer aux clients que, en fait, il n'y a pas de tomates parce que le mildiou, c'était mon copain. Enfin, tu vois, le truc de naze, tu vois. Tu perds une grosse partie du chiffre d'affaires. Et en 2021, un été, mais pluvieux, pourri, froid, enfin, un truc, tu quittes pas la veste même sous la serre. Et moi, j'arrose tout en aspersion. Donc, tomate en aspersion, froid, humide, tout. Je dis, oh putain, si ça passe cette année, c'est bon, quoi, ça passe, quoi. Bah écoute, c'est passé, pas de problème. Ah ouais. Et du coup, je dis, bah ok, c'est bon. Enfin là, le coup de la maladie, du méchant, du ravageur et compagnie, c'est exit. Ce truc-là n'existe absolument pas. Mais quand bien même, tu vois, il y aurait une maladie qui se pointerait. Tu vois, l'an dernier, j'ai perdu les concombres. Tous les concombres. En une semaine, ils étaient pliés, ils étaient morts. Bon, bah écoute, ils sont morts, quoi. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais m'alarmer, sortir les fongicides et si le concombre il meurt, ben, c'est il avait rien à faire là, il était pas bon à manger, il était pas dans son milieu, il y avait quelque chose qui allait pas, je sais pas quoi. J'ai aucune idée, tu vois. Et peut-être qu'un jour ça va m'arriver sur la tomate. Et là, tu vas me voir pleurer un petit peu parce que ça va être super dur. Mais ce serait tellement trop con de repartir dans cette lutte que c'est hors de question, quoi. Mais je te dis pas que ça marche à tous les coups et que c'est
et que c'est ok. Peut-être que le jardin, il va me dire, en fait, maintenant, tu me fais chier, et tu t'en vas, et je veux de la prairie, je veux des arbres, et tes légumes, tu remballes, tu fais autre chose, tu vois. Peut-être que je vais tout perdre, j'en sais rien. C'est le jeu, faut être ok avec ça, quoi. Ça fait combien de temps que tu joues à ça, toi? Bah, 10 ans, là. 10 ans. Ouais. 10 ans. Mais là, tu vois, en ce moment, je suis en train de me prendre la tête sur le liseron. C'est le gros quoi qu'il est là, maintenant. Qu'est-ce qui pose comme problème pour les légumes? Bah, le liseron, si tu veux, il commence, c'est une plante, c'est le liseron des haies. Donc, c'est un machin qui fait 4-5 mètres de long. C'est pas le liseron des champs gentils, tu vois. C'est le liseron des haies. Le terrible. Et il y avait quelques spots comme ça qui étaient là. Je dis, ouais, bah, en fait, il est là, c'est ok, c'est cool, c'est pas grave, quoi. En me disant, si jamais j'en ai partout, un jour, je suis foutu, quoi. Le truc, il pousse plus vite que ce que toi, tu peux le désherber. Enfin, pas en jardinage. J'aurais un jardin de 400 mètres carrés pour ma famille de 4, en fait, C'est gérable. c'est tout à fait gérable. Moi, sur 5000 mètres carrés, ça commence à devenir ingérable. Et ben, ça a pas loupé explosion de liseron l'an dernier. Mais explosion, tu vois. Dans quelle culture? Tout partout. Oui. Voilà. Et le truc, il est capable de te prendre un chanvre à 4 mètres de haut, à le tordre et à le foutre au sol, tu vois. C'est ça. Donc, ton oignon, autant dire qu'il fait vraiment pas le poids, tout, il y a rien qui fait le poids. Les patates, elles se font complètement recouvrir si je le laisse. Enfin, c'est incroyable, ce truc. Et là, du coup, moi, il me met complètement par terre. Il me met mon système complètement à plat. Et du coup, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment du liseron. Et à la base, je me suis fié au bouquin, au super livre de Gérard Ducerf, l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices et médicinales, qui est super. Et Gérard disait là-dessus, bio-indication de la plante, fuite de fer, fuite d'aluminium, fuite de nitrate, pollution, quoi. Et je dis, oh putain, je suis en train de polluer, tu vois. Là, j'ai eu un gros coup de flip. Est-ce que c'est l'hydromorphie de ton sol qui fait ce... Eh ben attends, j'y viens. Parce que du coup, j'ai fait des analyses du sol en disant quand même si je pollue, là, il faut arrêter les conneries. Et c'est bon, c'est pas, il y a pas de fer, pas d'aluminium, pas de nitrate, donc il y a pas de pollution. C'est pas une ancienne décharge, tes jardins. Non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai essayé de comprendre un peu mieux, en faisant des coups de fil, tout ça. Et il y a un gars qui m'a bien aidé dans la réflexion, dont d'autres, mais je pourrais pas citer tout le monde. Lui, c'était Miguel No, qui avait travaillé avec Gérard aussi. Et il m'a dit, bah ouais, mais le biotope premier du liseron, c'est la roselière, les roseaux. Ouais. Donc tu vois, énorme biomasse qui ressemble un peu aux couverts végétaux, tu vois, dans tripes, sorgho et chanvre. Énorme biomasse, beaucoup de carbone, beaucoup de matière organique et hydromorphie en hiver. Mauvaise humification, du coup, parce que la biologie en hydromorphie, elle a quand même du mal à faire son job d'humification, surtout quand on arrive à des gros taux de matière organique. Je suis remonté à 8% de matière organique, là. C'est énorme. Ouais, en partant de... 2 fois plus qu'un sol normal. De Walou, tu vois. Et donc, super, mais avec là où j'en suis de la réflexion, mais c'est pas fini encore, c'est que j'ai très peu d'argile, et ici, on a des kaolinites de très mauvaise qualité, ça fait pas des complexes argilo-humiques vraiment balèzes. Du coup, j'ai énormément à manger, 8% de matière organique, j'ai beaucoup à manger, pour une assiette qui est trop petite. Ouais. Et j'aurais beau avoir toute la biologie du sol que je veux et compagnie, il y a un moment où le liseron, il vient me dire, en fait, voilà, il y a l'hydromorphie qui est toujours là en hiver parce que voilà, ton sol, il est comme ça et voilà, 10 ans, ça suffit pas, tu vois, t'as pas 3 mètres de profondeur de sol, c'est pas vrai. Et au printemps, quand ça dessèche d'un coup, cette matière organique qui est mal humifiée, hop, elle libère un petit peu de nitrate et le liseron, il dit, attends, hop, moi je connais ça. Avoir des plantes géantes autour et la matière organique mal humifiée, je sais faire. Donc là, il est en train d'exploser de partout. Alors autant te dire que je suis pas fier. C'est pas beau à voir. Mais en même temps, ça relance le schmilblick. Ça faisait longtemps que j'étais pas arrivé à un couac agronomique de taille. Et du coup, c'est super plaisant aussi de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, quoi.
Et d'où la prairie. En disant, ben voilà, peut-être que la solution, c'est d'arrêter les couverts végétaux. Maintenant que j'ai écrit le bouquin sur les couverts végétaux, ça la fout bien. Mais voilà, ce truc-là, il est viable, même pour des sols comme ça, pour longtemps. Mais bon, de toute façon, les jardiniers, ils n'ont pas le souci parce qu'eux, ils peuvent désherber. Mais moi, à mon échelle de maraîchage, encore une fois, ça le fait pas. Donc, ben, c'est super, quoi. Ça relance le truc. Et puis, en même temps, j'en sais rien. Peut-être que c'est une mauvaise analyse. Peut-être que le liseron, en fait, ben, c'est une étape. Et puis, maintenant, je vais avoir une autre plante qui va s'installer après le liseron. Peut-être que pas, peut-être que si. Je sais pas combien de temps ça dure. Bon, enfin, c'est toujours de la recherche et des échecs et aussi des trucs qui sont réussis. Et voilà, ça vit, quoi. Oui, mais alors, je me dis, si tu crées le biotope primaire du liseron, il va avoir du mal à partir. Ben, peut-être pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Comme on connaît que dalle à la biologie, bon, je sais pas. Aucune idée. On Dans verra. les principes que je connais, pour dégager une plante, il faut qu'il y ait des plantes plus fortes qui la dégagent. Il n'y a rien de plus fort. Ouais. Là, c'est tout en haut, le liseron. Il n'y a rien de plus fort. Même les arbres. Ça pousse partout. Ouais. Et après, si tu as des arbres, tu n'as plus de légumes. Donc. Voilà. Comme ça, ou après, c'est une forêt. Et on parle plus du tout du même système. Ouais. Ah bah, peut-être le message, c'est ton sol n'est pas adapté au maraîchage, Ben, en agriculture naturelle. alors, il y a plusieurs trucs là-dessus. Moi, Pourtant, maraîchage, ça vient des marais, donc des zones. ben ouais, des zones asséchées, humides. Ben ouais, mais avec du sol travaillé, avec des engrais, avec un système artificiel, quoi. Mais ça, tu vois, de deux choses l'une. Le maraîchage en soi, ça me paraît pas être une bonne idée, de toute façon. Des petits jardins vivriers, ça, oui. Donc je vais pas défendre le truc du maraîchage à fond. Je vais pas présenter un truc, je te redis quoi, un modèle pour du maraîchage. C'est pas mon truc. Euh, et après, peut-être que ce sol-là, ben, effectivement, peut-être qu'il est pas adapté à du maraîchage, ça c'est clair. Du jardin, oui. Mais aussi, c'est parce que je pense qu'on a une vue trop courte sur les rotations. Ce sol qui était complètement naze et qui a eu 10 ans de couverts végétaux, de remise en route de la fertilité, et ben maintenant, tu vois que le liseron est là et qui dit, ouais, ben en fait là, moi j'aimerais bien avoir des plantes un peu plus structurantes, un peu plus pérennes, genre prairie, tu vois. Ben, peut-être que ça pourrait partir en prairie pendant 10 ans maintenant et que mon maraîchage, je vais le faire ailleurs. Mais on n'a pas ça en tête de se dire on peut réfléchir à des grandes rotations. Alors qu'en fait, si, tu vois. Et il y a des sols qui sont adaptés pour du pâturage, il y a des sols qui sont faits pour être des mouillères, il y a des sols qui sont faits pour être secs, il y a des zones qui sont faites pour avoir des arbres. Et on peut pas faire du maraîchage partout, évidemment, quoi. Donc moi, je sais pas ce que je vais devenir. On verra. Si est-ce que le liseron aura ma peau et vous allez me retrouver étouffé sous une touffe de liseron quelque part. Est-ce que c'est la prairie? Est-ce que lui, il va laisser la place à autre chose? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais faire juste mon petit jardin parce que j'aspire à ça aussi, quand même. Dans l'agriculture naturelle, quand même, il y a un truc qui est important, c'est la détente. Si t'es stressé au jardin, il y a un moment où tu passes à côté, quoi. Et le maraîchage, c'est quand même beaucoup de stress. Il faut que ça produise. Est-ce que je vais remplir mes paniers? Est-ce que je vais croûter à la fin du mois? Est-ce que tu gagnes que dalle en tant que maraîcher? Enfin, mon salaire, il est ridicule, quoi. Ça va parce qu'on vit sobrement et qu'on bricole beaucoup, mais c'est raide, tu vois. Moi, si je me plante sur des cultures, à la fin du mois, faut que je dise aux marmots, ce mois-ci, on mange moins, tu vois. Ça va pas. Donc ce stress du maraîche, moi, il commence à me dire, bon, quand même, si je veux pousser plus loin l'agriculture naturelle, maintenant, peut-être que c'est un petit jardin que je veux faire, quoi. Je sais pas, on verra. Donc, dans ta vision d'avenir, l'agriculture naturelle progressera au niveau des jardins vivriers, quoi. Ah Jardins familiaux. pas en maraîche, ouais, c'est clair. Mais jardin vivrier, oui, parce que c'est pour les jardiniers. Parce qu'autant, tu vois, j'ai critiqué beaucoup le truc, quoi. Mais
pour les jardiniers, c'est plus facile, c'est plus simple. C'est à tous les niveaux, quoi. Techniquement, tu vois, ça fait du bien aussi, quoi, d'arrêter de matraquer les animaux, d'être en lutte tout le temps. Ça fait un bien fou. Tu retrouves du bonheur, de la joie au jardin et des trucs insoupçonnés. Donc, ouais, ça, les jardins vivriers, oui, oui. Ok. Dans ton livre, donc tu conclus par comment dire, enfin une conclusion, oui, chapitre qui s'appelle Pourquoi l'agriculture naturelle, où tu expliques qu'en gros, c'est pas pour aller vers une agriculture à grande échelle, mais plutôt vers le jardin vivrier. Et ensuite, tu nous parles un petit peu, toi, du modèle que tu as développé ici à la ferme sur les jardins d'éducation populaire. Et après, tu nous donnes un plan de culture. Voilà. Pour une famille de 4 personnes sur 400 mètres carrés, comment, enfin, c'est un plan de culture, que planter, à quelle dose, à quelle quantité, etc. Et qu'est-ce qu'on va récolter avec tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jardins d'éducation populaire? Ouais. Quelle est l'idée qu'il y avait derrière ça? Pourquoi tu as créé ça? Comment ça marche et pourquoi tu l'as créé? L'idée, c'était au début, quand j'ai démarré les paniers, voilà, il fallait mettre en route tout le système culturel, il fallait tout revoir, les itinéraires techniques. Et franchement, je savais pas du tout si ça allait rouler cette histoire, quoi. Et du coup, il y avait un gros enjeu là-dessus et qui m'a tenu toutes ces premières années et qui me qui me comblait, quoi. Tu vois, ça nourrit ouais, c'était une très bonne nourriture. Et puis après, ça a roulé. Les itinéraires techniques étaient validés. Alors ça se peaufine, mais c'était bon. Les paniers étaient bien, les gens étaient contents. Et au début, je faisais les marchés aussi. J'ai commencé les marchés. J'aime beaucoup faire les marchés ambulants, mais ça marchait pas. Parce que j'avais du retard sur certaines cultures, j'avais des légumes qui étaient pas calibrés, j'avais quelques trous dans les feuilles. Et au marché, quand je leur disais, bah ouais, mais il n'y a pas d'hybride F1, c'est pas de l'OGM, ils disaient, bah ouais, c'est bio. Je peux pas t'expliquer ce que c'est qu'un hybride F1. Quand je leur disais, bah ouais, mais il n'y a pas de pesticides, ils disaient, bah oui, c'est bio. Je disais, oui, mais non, il y a des pesticides en bio, mais je peux pas te le dire, on est au marché, enfin, ça se fait pas, quoi. Donc ça, j'ai vite arrêté. Et après, c'était les paniers. Donc les paniers, c'était super cool, quoi. Les gens viennent une fois par semaine, ils récupèrent leur panier, c'est super. Et mais moi, les premières années, j'avais quand même dans l'idée que ça puisse, que ce que je faisais, ça pouvait s'adresser aux maraîchers. J'avais dans l'idée d'aller voir les maraîchers, leur dire ouais, quand même, il y a un truc qui roule là, c'est rigolo, t'as vu, on arrête de tabasser les sols, on arrête les produits. Et quand j'ai compris qu'en fait non, j'étais arrivé en vitesse de croisière avec mes 50 heures semaine, je peux pas faire moins, je peux pas être meilleur que ça logistiquement, je peux pas travailler plus vite. Et quand j'ai vu le salaire que je me dégageais et le côté plus contraignant de ce type de maraîchage, j'ai fait bon, en fait les maraîchers c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, ça va intéresser personne. Et au niveau sociétal, réflexion politique, je me disais il y a un gros couac du coup, parce que on peut pas demander aux paysans du coup de faire ça. On peut pas leur dire arrêtez l'érosion, arrêtez la pollution, arrêtez les pesticides, arrêtez les tracteurs, arrêtez le terreau. Putain, tout le monde paysan, ils sont comme ça. Alors je parle pas de l'agro-industrie, mais moi un paysan, un agriculteur, je peux pas le critiquer, même en conventionnel, je peux pas. Ils sont comme ça les gars. Même les gens qui passent du Roundup et tout, je peux pas les critiquer. C'est pas possible. Le métier est trop dur. Et on peut pas demander à ces gens d'endosser toutes les responsabilités de l'anéantissement du vivant en cours, de la crise climatique, de tout ça, de l'érosion, de la désertification, de la pollution, et de pas se bouger le cul à côté, quoi.
Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, la solution, la seule que je vois, c'est que tout le monde redevienne du jardinier. C'est la seule. Je vois pas autrement. Et en plus, c'est accessible. Encore une fois, on parle pas du grand soir, quoi. C'est juste, tu as un bout de jardin, tu cultives. Tu as un bout de jardin, tu es un peu plus grand, tu veux manger de la viande, élève tes animaux, tu prends un agneau, tu l'égorges, et après, tu vois si tu veux continuer à manger de la viande. Toi, tu vas au bout du truc, et t'arrêtes de demander à un éleveur de faire tout bien comme il faut au paradis. C'est pas vrai. Du coup, j'étais de moins en moins content avec mes clients qui venaient chaque semaine récupérer leur panier de légumes. Ils consommaient. Ils consommaient. Ben oui, ils avaient la bonne conscience de dire, j'ai fait mon geste éco-citoyen, éco-responsable, et en dehors de ça, je continue à vivre pareil finalement parce que j'ai mis mon petit pansement, j'ai mis mon petit label, tu vois, vert sur. Donc du coup, je leur ai dit, écoutez, j'ai bien réfléchi. Voilà, si vous n'êtes pas apte physiquement ou psychiquement, vous pouvez pas faire de jardin. Je comprends, vous êtes trop âgé, handicapé, je sais pas. Ben là, je veux bien vous faire le panier. C'est ok, tu vois, ça roule dans les communs de dire voilà, on va cultiver pour ceux qui peuvent pas. Ça a du sens. Mais cultiver pour des gens qui ont un jardin et ben, là, ça me plaisait plus du tout. Du coup, je leur ai dit voilà, si vous voulez continuer à avoir un panier, vous êtes obligé de venir une fois par semaine à la ferme. Vous participez au jardin et je vous apprends tout de A à Z. Depuis les bases de l'agronomie, à la conservation des légumes, à la production de semences, les couverts végétaux, les rotations, vous saurez tout, quoi. Comment faire un plan de culture, et à la fin de l'année, vous vous engagez à ne plus acheter de légumes et à faire votre jardin en autonomie vivrière, et si possible, à former vos amis et vos voisins autour pour que ça fasse des petits. Et résultat des courses, j'avais 33 ou 34 paniers à l'époque, et j'en ai perdu 31. Il y a 31 clients qui m'ont dit en fait non. Nous, Ça ne nous intéresse pas, c'est trop dur. Ils m'ont dit ouais, c'était un peu radical quand même. Ouais, mais c'était très radical aussi en face, ce qu'ils me mettaient dans la gueule. Ouais. Parce que c'était non, le jardin c'est trop dur, tu te rends pas compte. Je dis, si, pour le coup je me rends vachement compte. Et du coup c'était très violent en fait. Alors j'ai compris après coup que moi ce que je leur envoyais dans la gueule c'était hyper violent et je m'étais pas rendu compte parce que eux avaient le sentiment d'une trahison parce que ils avaient l'impression de me soutenir, tu vois, de me faire vivre et tout. Et moi dans ma tête pas du tout. C'est moi qui leur faisais à manger, tu vois, pour 3 cacahuètes de salaire. Donc c'était moi qui les soutenais en fait. Mais j'avais pas vu ça. Du coup, moi, j'arrivais avec une banane comme ça en disant « J'ai trouvé une super idée, c'est super cool. » Et eux, ils m'ont regardé en mode « Mais pas du tout, enfin, t'es con. » Donc, ils sont partis. Mais eux, ce qu'ils m'ont envoyé aussi, c'était hyper violent. Et là, je pense aussi que eux se rendaient pas compte en me disant « ouais, mais alors, non, le jardin, tu comprends, on le fait pas parce que c'est trop dur et tout. » J'ai dit « Attends, tu me dis que c'est trop dur. Tu me vois depuis des années. Tu sais combien je gagne. Bon, je vais le dire, enfin, je gagne 800 balles par mois. Mais... raide, tu vois. Et pour des heures pas possibles, pas de mutuelle, pas de chômage, t'es malade, tu vas bosser, d'accord. Enfin, faut savoir ce que c'est que travailler avec 42 fièvres sous le soleil, quoi. Et t'y vas, parce que tu dois y aller, sinon ton année elle est foutue après. Donc c'est des situations de dingue, quoi. Enfin bon. Et il me disait, ouais, non, c'est trop dur, on le fait pas. Je dis, ouais, mais donc toi, tu sais combien je gagne, tu me vois travailler, tu sais comment je travaille. Je dis, écoute, on va aller au bout de la réflexion. Moi, je suis OK. Dans ce cas, je continue à vous faire des légumes. Par contre, mon prix, c'est x3. Tu vois, la carotte, elle est à 10 € le kilo. Moi, si je gagne x3, j'aurai un salaire décent par rapport à vous, ce que vous gagnez. Tu vois, quand tu es salarié, je parle du salaire brut. Hein. Le salaire, il faut le prendre en entier. Le SMIC, il a plus de 2000 balles quand même. Je veux bien au moins un peu plus qu'un SMIC pour ce que je fais. J'ai pas de chômage, j'ai que dalle. Moi, je peux bien un peu plus d'un SMIC, mais c'est 10 € le kilo de carottes. Là, j'ai pas un client à 10 € la carotte, tu vois. Donc, ça marche pas. Du coup, ils sont tous partis, quasiment tous. Il y a quelques Gaulois qui sont restés.
Et après, il y a une autre équipe, j'ai envoyé des mails partout, il y a une petite équipe de jardiniers qui voulaient se former et avoir un panier de légumes qui sont venus. On a fait une année super. Mais c'était super. Franchement, humainement, c'était top. Il y a plein de jardins qui ont fleuri après. C'était réjouissant comme tout. Mais moi, j'avais quand même dans l'idée que je veux travailler moins. Parce que quand je dis que je fais 50 heures semaine, c'est 50 heures en mode marathon. Je bosse comme un fou furieux. Et ça cogite tout le temps. Enfin, il y a toujours ce truc de waouh, 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 pour 3 francs 6 sous. Donc, je gagnais toujours la même chose. Je travaillais toujours autant aussi. Je me suis dit, bah, en fait, c'est quand même casse-gueule et c'est super dur de trouver des gens qui soient motivés pour faire ça. Là, j'ai voulu le relancer et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde au Portillon, tu vois, pour se former sérieusement au jardinage. Je comprends, hein, c'est dur, hein, faut venir, c'est un engagement, il faut bosser, c'est beaucoup moins facile que d'aller au magasin et de prendre des légumes, hein. Donc, il n'y a pas foule. Du coup, cette année, je suis obligé de reprendre ma formule panier classique. Bon, il n'y a pas foule non plus au Portillon, je t'avoue. C'est un peu dur en ce moment. Avec l'inflation, tout ça, les gens mangent moins de légumes. Alors le budget alimentaire a bien baissé en France, mais sur le légume, pas sur le coca. Bon, ça pose quand même pas mal de questions, quoi. On joue à quoi? Les paysans disparaissent à vue de nez. C'est une véritable hémorragie qu'on est en train de vivre en ce moment. Quand bien même on fait le focus sur 2-3 petites AMAP qui s'installent et machin, mais c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'il y en a beaucoup, c'est pas vrai du tout, c'est pas ça. C'est pas ça qui inverse la tendance. Ça disparaît très très vite et ouais, s'il y a pas vite un rebond là, ça pue. Donc faites votre jardin. Ouais, c'est ça. Moi, je fais mon jardin, tu fais le tien. La plupart des clients de la librairie font leur jardin. Ouais. Donc, nous sommes là pour semer des graines. Parlons-en autour de nous. Lisez le bouquin, distribuez-le. Donc, pour conclure, un bouquin très intéressant. Pour ceux qui aiment Fukuoka, et ben maintenant, vous aurez à manger. C'est-à-dire comment cultiver des légumes, ce qu'il n'y avait pas dans les livres de Fukuoka. Vous aurez les techniques, les stratégies. Donc, il vous aide à comprendre comment faire. Il vous aide à faire. Et puis, en plus de ça, dernier cahier du bouquin, c'est la partie pratico-pratique, les plans de culture. Ça, c'est vraiment du travail pré-mâché, c'est super intéressant, je trouve, pour aider les gens à se lancer, à franchir ce petit pas de se lancer et d'assurer l'autonomie vivrière en légumes pour la famille, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je te laisse le dernier mot. Aïe, aïe, aïe. Un petit message pour les lecteurs ou les visionneurs. Bon, et ben, merci. Merci à toi, Yann. Ouais. Est-ce qu'on peut aller t'as une bibliothèque? Est-ce qu'on peut aller la voir? Une bibliothèque? Ouais, des livres. Ouais, des livres, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah, il y en a sûrement des biens, j'imagine. Ouais, il y en a des biens. Si, quand même. Je fais des petites formations sur un week-end. Voilà, c'est le moment d'en parler. Ouais, quand même. Des petites formations d'un week-end à la ferme. Voilà, tout est expliqué avec moi qui gigote partout là. Pendant 2 jours, il y en a, c'est que l'été ici, et toutes les informations sont sur le site internet de la ferme. Donc, normalement, dans le moteur de recherche, si on tape AMAP les jardins sauvages, on tombe dessus. Et il y a quelques petites vidéos, il y a une petite conférence, un coup de rouleau faca, un coup de machette, et les infos sur les formations. Voilà, on se marre bien. Et voilà, que dire d'autre? Et ton site internet, c'est lesjardinsauvages.jimdofree.com.
c'est ça? Ouais. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Ok, Bibliothèque? allez.